Jean Jaurès cite « Il ne peut y avoir de république que là où les hommes, par l'effort, le devoir, le travail, s'élèvent à la conscience d'eux-mêmes et des autres. » Bienvenue, chers auditeurs, dans ce 27e épisode de Confidences de dirigeants, le podcast de celles et ceux qui assument leurs convictions et refusent de séparer la parole de l'action. Aujourd'hui, nous aborderons sans filtre des sujets aussi essentiels que concrets. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir une sacrée personnalité, Frédéric Soyot, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu. Bonjour Viannette, merci de me recevoir. Nous évoquerons d'abord votre parcours, celui d'un homme venu de la base ouvrière, devenu l'un des visages du syndicalisme français. Nous parlerons de la place et de la valeur du travail, le travail des seniors entre allongement des carrières et usure professionnelle, la retraite, pilier social en tension, la santé physique et mentale dans un monde du travail de plus en plus exigeant, bien sûr le dialogue social à reconstruire face à la défiance et la révolution de l'intelligence artificielle qui interroge l'avenir de l'emploi, des compétences et du sens. Frédéric, vous êtes une personnalité atypique, vive, directe, pleine d'humour, débordante d'énergie et de bon sens. Et je rajouterai d'indépendance d'esprit. Vous le dites sans détour, vivre dignement de son travail, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et vous rappelez avec force, l'indépendance syndicale, ce n'est pas une posture, c'est notre colonne vertébrale. Alors vous ne cherchez pas à plaire, mais à défendre. Vous n'avez pas peur du conflit, mais vous ne confondez pas fermeté et fermeture. Car construire un dialogue social, c'est aussi accepter la confrontation loyale, la négociation solide, le respect des rôles. Je crois que nous avons tout dit. Alors, je vous propose, mes chers auditeurs, de vous installer confortablement. Nous commençons, car ici la parole est forte, la pensée libre et résolument vivante. Frédéric, quelles sont les valeurs qui vous guident depuis vos premiers engagements ? Bien, vous l'avez cité, ma première valeur, c'est l'engagement. L'engagement de l'intérêt collectif. Fiabilité, loyauté, mais l'engagement, c'est la première valeur. Vous êtes issu d'un milieu ouvrier et d'un parcours technique. En quoi cela a-t-il façonné votre regard sur le travail ? Eh bien, en fait, le regard sur le travail, il y a évidemment la Française des Jeux. Tous ceux qui gagnent ont joué, mais on ne connaît pas d'autres moyens d'avoir du lien social et de remplir son frigo, comme je le dis parfois, avec notre paye, avec notre travail. Et on y passe le plus clair de notre temps. Et le travail, c'est essentiel pour avoir une vie construite et pouvoir construire une famille, l'élever, la faire vivre et redonner ses valeurs. Quel a été le déclic de votre engagement syndical ? C'est en 1992 ou 91 quand Alain Juppé a vendu le groupe Thomson où je travaillais pour le franc symbolique. À l'époque, j'avais l'impression que Alain Juppé nous avait vendu pour le franc symbolique. Alors il y avait des organisations syndicales à l'intérieur de cette usine Thomson. Elles avaient des valeurs d'engagement, mais pas tout à fait les mêmes que celles que je porte et que je défends aujourd'hui à Force Ouvrière, notamment la liberté et l'indépendance. Quels ont été les grands tournants de votre parcours chez Force Ouvrière ? Une reconnaissance de la représentativité, du développement et de l'esprit collectif des équipes construites. Dans le groupe industriel d'où je viens, le groupe Tokheim, on faisait maintenance et installation des stations-service. Et comment est-ce que on ne réfléchissait pas au grand soir tous les matins, mais comment est-ce que on faisait évoluer nos conditions de travail et le progrès social en étant pragmatique. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est dans une entreprise qui marche bien, la responsabilité elle est partagée entre la direction de l'entreprise sur les choix, les prévisions et tout cela, et ceux qui la mettent en place, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise. Donc les représentants du personnel, ils ont la même part de responsabilité et c'est pour cela qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le partage de la valeur. Quels sont les grands idéaux ? Avez-vous des figures historiques ou actuelles, d'ailleurs, qui nourrissent votre engagement ? J'en parle souvent. André Bergeron. André Bergeron, à la tête de Force Ouvrière, il avait ce côté pragmatique et il disait souvent... Parfois, quand je dors, des idées révolutionnaires me viennent. Mais quand je pose les pieds par terre le matin,
la réalité et le pragmatisme me rattrapent. Faisons fonctionner la pratique contractuelle et conventionnelle, ce qui nous a permis aux uns et aux autres de donner plus de cohésion sociale à la République, notamment par la gestion paritaire, que ce soit sur notre protection sociale collective, l'assurance chômage ou nos retraites complémentaires. Quelles sont les qualités humaines et professionnelles indispensables aujourd'hui pour exercer une fonction syndicale à vos yeux ? L'humilité, la fiabilité et la loyauté. Et on en attend autant de l'interlocuteur en face. On a, dans ce dernier quinquennat qui a commencé en 2022, jamais autant rencontré de Premier ministre. Et à chaque fois que j'en rencontre un nouveau, je lui explique que la première qualité dans les échanges que nous devons avoir, c'est fiabilité et loyauté. Comment devient-on secrétaire général de Force ouvrière ? Évidemment, l'ambition de faire progresser cette confédération et l'intérêt collectif, mais comment on le devient en mettant en place la pratique contractuelle et conventionnelle, et un jour on vous remarque en disant mais oui, ce qu'il fait dans son entreprise, peut-être que si on le prenait à la fédération, nous pourrions en tirer profit. Alors certains appellent ça des compétences, d'autres du talent. Je pense qu'il y a surtout de l'engagement. Et à Force ouvrière, des engagés, nous en avons plein. Et puis un jour, l'opportunité arrive. Et là, à ce moment-là, vous avez le courage ou l'audace de dire je me présente. Et vous vous entourez d'une équipe qui doit vous ressembler. L'intérêt collectif, c'est l'intérêt supérieur de ce que nous représentons. Est-ce que le regard porté sur les syndicalistes a évolué ces dernières années, notamment chez les jeunes ? Alors à Force ouvrière, je crois qu'en 1956, on avait créé une fédération jeune de FO parce qu'on pensait déjà à l'époque que les jeunes venaient moins que leurs pairs dans le syndicalisme. Il y a eu la bagarre sur la réforme des retraites. Alors après, on est beaucoup plus passé dans les médias les uns et les autres. Mais de décembre 2022 à décembre 2024, on a plus 57 000 adhérents. Et en 2022, notre moyenne d'âge était 49 ans et 7 mois. Et en 2026, où nous aurons congrès confédéral, on est à 44 ans et 3 mois. Alors il y a un effet démographique. On a eu beaucoup de départs en retraite des anciens, ce qui fait que la moyenne d'âge baisse dans notre maison qu'est Force ouvrière. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a du renouvellement et de la jeunesse qui s'implique, s'engage. Vous insistez d'ailleurs sur l'importance de former les élus du personnel. Quelles compétences faut-il absolument acquérir aujourd'hui ? D'abord, il faut des qualités. Qualité de fiabilité, d'humilité. Et après, en termes de compétences, on doit développer des compétences économiques, des compétences sur qualité de vie au travail, ce qu'on avait avant dans les CHSCT, des compétences de proximité au quotidien, ce qu'étaient les délégués du personnel ou les représentants de proximité. Donc c'est très très difficile, compliqué de devenir un couteau suisse du jour au lendemain, mais on forme nos représentants du personnel parce qu'on apprend tout le temps. Et puis continuer à se former, c'est continuer à acquérir des compétences et surtout avoir l'esprit ouvert. Et je rebondis par rapport à ça. Le rôle que justement FO joue dans l'accompagnement de ses représentants, c'est que vous savez aussi que ces élus, en fait, les élus du CSE jonglent aussi avec de multiples responsabilités. Comment éviter leur isolement ou leur épuisement ? Alors ce qu'il faudrait, on est intervenu souvent en Master 2 ressources humaines à la Sorbonne, justement pour tenter d'expliquer l'interlocuteur social du représentant du personnel, souvent veut l'avoir à côté de lui et au moins il sait où il est. Et parce qu'il a besoin de sa présence et tout cela. Et en fait, on l'isole du terrain. Donc pour éviter l'isolement, il faut des équipes syndicales. C'est la règle. Si vous êtes seul et pas entouré, y compris quand vous vous tromperez, vous ne le verrez pas. Face à la montée des risques psychosociaux, quel levier le dialogue social peut-il actionner pour renforcer la santé au travail ? Alors sur la santé au travail, je le dis souvent, j'ai un droit de suite de ce que nous avons revendiqué avec mes prédécesseurs. Tout le monde parlait toujours de réparation. Alors on disait,
à la fin de la carrière ou en milieu de carrière, on doit réparer. Soit, mais on doit surtout prévenir. Comment est-ce qu'on anticipe? Comment est-ce que on revient sur les méthodes de management et de management intermédiaire, qui lui aussi a besoin de reconnaissance venant du haut et d'intérêt collectif, de construction d'équipe, et pas juste un fonctionnement managérial à la courbe des tableaux Excel pour savoir si les objectifs sont tenus ou maintenus. La question de la santé mentale et des RPS devient centrale. Est-ce que c'est un sujet qui progresse concrètement dans les entreprises? Je viens de lire un article de la Cour de cassation sur le fait qu'ils viennent de condamner en fait le management toxique. Qu'en pensez-vous? Je pense que malheureusement, on doit en arriver à un jugement de la Cour de cassation pour dire qu'ils font condamner le management toxique. C'est malheureux, c'est un jugement, c'est une reconnaissance qu'il existe. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive? On a signé à plusieurs un accord national interprofessionnel sur l'organisation de la médecine du travail, détection et prévention. On a signé un grand nombre d'organisations syndicales représentatives un accord sur accidents du travail, maladies professionnelles, et on a mis en place un fonds de prévention. Et aujourd'hui, on n'est encore pas passé à l'esprit de la prévention et à l'anticipation, notamment par la formation sur la toxicité du management. Ce n'est pas la majorité du genre. Mais parfois, le management des courbes, des objectifs et tout cela oublie le travail d'équipe et le travail collectif. Le télétravail a-t-il modifié durablement le lien au collectif? Alors oui, mais d'ailleurs on a signé un accord national interprofessionnel. Vous voyez que je crois à la pratique contractuelle et conventionnelle et à la négociation collective. C'est le L1 du Code du travail. Il vaut mieux que ce soit les organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui se mettent autour de la table et qui discutent plutôt que ce soit les politiques qui nous l'imposent par la loi. On va faire le bilan de l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, puisqu'il y a 4 ans que nous avons signé cet accord. Nous, interlocuteurs sociaux, on dit bilan et évaluation. Parce que peut-être que l'accord que nous avons signé il y a 4 ans, ce n'était pas un bon accord. Il n'a pas permis de se déployer dans les branches, dans les entreprises et tout cela. Maintenant, le télétravail a éloigné en partie le salarié de liens sociaux, y compris avec ses collègues. Je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière sur du temps de travail en présentiel en permanence. Maintenant, il faut aussi laisser le choix au salarié de dire s'il veut télétravailler ou non. On a beaucoup d'exemples où il y a des accords de télétravail, il y a des salariés qui disent non, je ne veux pas télétravailler. Parce que on le renvoie à, y compris des soucis personnels dans la vie, dans le logement, dans le lieu où il doit télétravailler. Et la responsabilité structurelle, elle retombe ou elle revient à l'employeur. Donc, faisons le bilan de l'accord national interprofessionnel, regardons comment ça a été décliné, le télétravail, et regardons si on peut ou on doit l'améliorer. On peut toujours améliorer, mais surtout si on doit l'améliorer rapidement. Un autre sujet qui est brûlant, l'intelligence artificielle et les outils numériques bouleversent de nombreux métiers. Comment Force ouvrière se positionne-t-elle face à ces transformations? Alors l'intelligence artificielle, elle est là. Et tout le monde s'en sert déjà pour sa vie personnelle de tous les jours. Je pense que face à l'intelligence artificielle, il faut mettre en place de l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des accords? Je viens de l'industrie et dans les années 80, il y a eu l'évolution technologique. Et déjà, c'est où est-ce qu'on la combat ou comment est-ce qu'on trouve des accords pour accompagner cette transition, cette reconversion professionnelle. Je serais presque d'accord avec l'exécutif quand il dit que nous ne travaillons pas assez. Je lui réponds, c'est vrai, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Comment est-ce que demain on fait transformation, reconversion, transposition, transmission dans toutes les classes d'âge, du plus jeune aux plus anciens salariés dans les entreprises. Donc à l'intelligence artificielle, répondons par l'intelligence collective, la négociation collective. En fait, il n'y a qu'une règle. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des accords de pratique contractuels et conventionnels pour qu'on se sente bien dans sa vie et qu'au travail, on y vive bien.
Là, je passe sur un autre sujet, petite revendication au passage. Les prêts garantis de l'État ont permis à de nombreuses entreprises de passer la crise, mais aujourd'hui, certaines peinent à les rembourser. Quels effets concrets observez-vous sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail? Et avez-vous surtout le sentiment que les salariés paient aujourd'hui le prix du surendettement des entreprises? Il faudrait qu'on évite que la facture du quoi qu'il en coûte de l'époque, on demande au plus grand nombre de la rembourser, c'est-à-dire aux travailleurs, qu'ils soient en activité ou en retraite. Maintenant, l'année dernière, je crois que les chiffres sont sortis février ou mars, 66 000 cessations de l'entreprise, notamment pour non-remboursement du prêt garanti de l'État. Mais pour certaines d'entre elles, au moins la moitié, au moment du confinement, du Covid et tout cela, elles allaient déjà péricliter. Donc, le prêt garanti de l'État leur a donné de l'air pendant 2 ans ou 3 ans de plus. Il ne faut pas que ça vienne jouer sur l'emploi et le taux de chômage. Dans les 66 000 entreprises qui ont périclité, il y avait peu d'emplois. Souvent, elles étaient unipersonnelles ou... alors, ça a été des drames familiaux parce que quand vous êtes un couple et que vous êtes à la tête de l'entreprise et que l'entreprise passe en liquidation judiciaire et que ça capote, à un moment ou à un autre, ça va vous laisser des séquelles et puis des remords. Et si vous étiez en couple dans la même entreprise, vous vous retrouvez de toute façon tous les deux sans emploi. Et la situation d'échec, après, elle rebondit sur la vie personnelle. Et ça ne peut pas déconner dans tous les endroits en même temps. Comment le dialogue social peut-il jouer un rôle utile dans cette phase de sortie de crise et de tension économique? Le dialogue social, notamment sur conditionnalité des aides publiques aux entreprises, à Force Ouvrière, on n'est surtout pas contre le fait que l'État puisse aider telle entreprise ou telle autre pour qu'on ne perde pas les compétences ni ce lien social. Quand on ferme une industrie, quelle qu'elle soit, on a 3 emplois induits directs et un 4e dans les services publics par emploi industriel. Donc demain, comment est-ce que par le dialogue social, on peut arriver à redonner, notamment sur notre protection sociale collective, et il n'y a pas très longtemps, le 2 juin, on s'est réunis, tous les numéros 1 des organisations syndicales représentatives et des organisations professionnelles pour dire reprenons la main. Reprenons cette gestion que nous savons faire, parce que le paritarisme de gestion, on est capable de prendre nos responsabilités, et ça nous permettrait de sortir de cette crise où on nous parle de dette en permanence. Et puis, par le dialogue social, arrêtons aussi le fonctionnaire bashing. À chaque crise, on met en avant nos fonctionnaires qui, d'après les présidents de la République, et ça avait commencé sous Nicolas Sarkozy, François Hollande l'avait continué, et Emmanuel Macron l'a repris au moment de la pandémie, où il demandait même qu'on applaudisse tous les soirs. À chaque crise, nos fonctionnaires sont mis sur un piédestal, et une fois la crise terminée, on met le projecteur en disant la dette c'est eux. Maintenant la dette c'est la gestion de l'État. Et les gestionnaires de l'État ne peuvent pas renvoyer la faute à d'autres. Quelle est la ligne par rapport aux entrepreneurs de la part de FO? Est-ce que vous favorisez les entreprises ou les jeunes pousses entrepreneuriales en France au sein de FO? Nous, on est ou entrepreneurs ou salariés. Par contre, on a nos spécificités. Les auto-entrepreneurs des plateformes Uber, Just Eat, Bolt et tout cela, on est la première organisation syndicale. Ce ne sont pas des salariés, ils sont auto-entrepreneurs. Ils ont rejoint Force Ouvrière pour la liberté et l'indépendance de leurs revendications. Par contre, on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils aient un statut. Ils sont ou entrepreneurs ou salariés. Il n'existe pas un 3e statut, on est dans le flou, dans le vague. Mais encore une fois, la responsabilité, elle est politique. Le jour où on crée ce statut d'auto-entrepreneur, du jour au lendemain, on jette les gens dans la piscine et on se dit « nagez un peu, regardez voir comment ça peut fonctionner ». Mais par contre, pas de protection sociale collective, rien, pas d'encadrement de licorne ou de je ne sais pas quoi, de start-up et tout cela. Mais ça fait un petit peu comme les étoiles filantes, ça c'est clair, ça disparaît. Et pour les gens qui avaient cette réflexion et cette volonté,
à la fin, ça se transforme en échec. Et ça crée de la rancune, de la rancœur, une incompréhension vis-à-vis de nos dirigeants aux uns et aux autres. Qu'un jour, quelqu'un, et c'est le président de la République actuelle, qui y pense et dit « Voilà, c'est la solution. » D'accord. Mais il faut aller un petit peu plus loin que juste dire « c'est la solution, les licornes ». Les startups et l'auto-entrepreneurial, pour leur permettre de pouvoir évoluer, montrer cette intelligence de compétences qu'ils ont, mais au moins leur donner un statut, un cadre. Et qu'est-ce que Force ouvrière pourrait proposer pour permettre cet encadrement et la sécurité de tous ces entrepreneurs qui vont faire justement l'avenir de la France demain ? Une organisation syndicale de salariés est peut-être pas légitime à faire des propositions. Bien évidemment, on a tout un tas d'idées, mais c'est comme quand on demande au MEDEF ou à la CPME ce qu'ils pensent de la retraite des fonctionnaires de la fonction publique. Les deux avaient répondu clairement en disant on n'est pas légitime à... Alors on pense des choses, mais la légitimité d'une organisation syndicale de salariés, elle n'est pas là. Par contre, ce que je dis, et ce que je dis à nos auto-entrepreneurs de la plateforme ARP, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, trouvez-vous un encadrement, un statut qui vous permette de ne pas vous retrouver dans la mouise quand les choses commencent à mal aller. On va parler de ce sujet parce qu'en fait, nos entrepreneurs, c'est aussi au cours d'une carrière et ils ont été salariés. Alors, comment mieux accompagner les périodes de transition, de reconversion ou d'évolution des métiers ? Eh bien voilà, nous y sommes. L'année dernière, on avait une négociation qui s'appelait « Nouveau pacte de la vie au travail ». Cette négociation avait débuté sous Elisabeth Borne, Première ministre. Elle avait achoppé sous Gabriel Attal, Premier ministre. Michel Barnier, en avait nouveau Premier ministre, avait repris en nous disant discuter de l'emploi des seniors, qui est un vrai besoin, une vraie réalité, et convention assurance chômage. Et François Bayrou, 4e Premier ministre, vient de nous refaire une lettre d'orientation pour nous remettre autour de la table pour parler formation, reconversion, transition professionnelle. Il faut absolument qu'on travaille sur le taux d'emploi en France. Il n'est pas admissible que seulement 31,7% des moins de 25 ans soient en emploi. On a 1 500 000 NEET, ni en emploi, ni en formation, ni au travail. C'est 1 500 000 jeunes qui sont généralement des décrocheurs dès l'âge de 16 ans. 1 500 000, ça fait 3 millions de bras et 3 millions de têtes, parce qu'il ne faut pas juste des bras, il faut aussi des têtes. Que fait-on pour ces jeunes ? Comment est-ce qu'on les intègre dans les entreprises ? Comment est-ce qu'on leur redonne de la formation, de l'attraction, l'attractivité ? Comment est-ce qu'on fait après sur nos 55-64 ans, puisqu'on a encore une fois le plus bas taux d'emploi de l'OCDE ? En gros, on nous explique qu'on pourrait faire une carrière professionnelle entre 25 et 55 ans. Mais on nous dit qu'il faut reculer l'âge de départ et allonger la durée de cotisation. C'est schizophrénique. Donc là, on est sur notre accord national interprofessionnel sur formation professionnelle, transition, reconversion. Et dans notre agenda social autonome, on va parler de modèle productif français, en allant sur le modèle productif français, y compris jusqu'à le modèle énergétique, l'énergie, notre souveraineté industrielle, et comment on parle d'emploi du début jusqu'à la fin. Et surtout, comment on parle de protection sociale collective, de gouvernance paritaire, et tout cela. Ça nous fait un beau chantier, mais c'est notre ambition de demain, pour plus de progrès social. Le maintien en emploi des seniors est un enjeu majeur. Quelles solutions concrètes pour une fin de carrière digne et active ? Parce qu'on a quand même de gros pourcentages qui se retrouvent dans grandes difficultés. Alors, aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Une partie en maladie professionnelle, invalidité, inaptitude, une partie à l'assurance chômage, et 18 000 d'entre eux, chaque année, sont au RSA. Pas par choix, pour conserver un numéro de sécurité sociale. Et souvent, ils le cachent même à leur famille. Donc, l'année dernière, Michel Barnier nous a remis autour de la table et on a trouvé un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors, où on a mis dedans un contrat de valorisation de l'expérience
qui s'ouvre dès 60 ans. On a reparlé de retraite progressive et on demande que cet accord national interpro soit transposé dans la loi. Le Sénat a voté à l'unanimité des présents, le reste ça n'a pas été des votes contre, c'était des abstentions. Et quand nous signons un accord national interprofessionnel, ce que nous demandons, c'est la transposition exacte de notre accord. Pour les organisations syndicales d'employeurs ou de salariés, on ne fait pas de match retour. La discussion, le compromis, l'accord a été trouvé pendant toute la négociation. Donc sur l'emploi des seniors, c'est un vrai bon début. On a enfin, et les uns et les autres, compris qu'il fallait avoir une spécificité sur l'emploi des seniors, alors que ce sont des travailleurs comme tous les autres. Et on doit valoriser leur expérience. Pour grand nombre d'entre eux, on nous dit, mais c'est eux qui demandent la rupture conventionnelle pour partir plus tôt et ainsi de suite. La responsabilité, elle est partagée. Mais pour autant, c'est pas possible que dans les entreprises, quand on a passé 55 ans, on pense qu'on coûte trop cher, qu'on est trop vieux et que surtout on n'est plus assez productif. Moi, je peux vous dire que j'ai 57 ans et en termes de productivité, j'en ai à revendre. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites évoque un déficit d'environ 6,6 milliards d'euros à horizon de 2030. La réforme des retraites a profondément marqué les esprits et continue. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode ? Sur la méthode, le gouvernement, en mettant cette réforme sur la table, n'a pas fait preuve d'intelligence collective. À l'époque déjà, on savait que 50% de ceux qui liquidaient leur retraite n'étaient plus en emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand vous perdez votre emploi pour invalidité et incapacité de travail, que vous avez la totalité de vos trimestres, on vous dit « Ah non, vous n'avez pas l'âge, donc vous devez vous inscrire à l'assurance chômage ». Ce qui crée d'autres problèmes, puisque pour percevoir des allocations chômage, il faut être apte au travail. C'est juste une allocation entre eux. Vous voyez, sur la méthode, rien n'allait. Et la première ministre de l'époque, alors aujourd'hui, elle n'est plus première ministre, elle dirait peut-être que j'ai raison si on avait un échange, elle et moi, étaient d'accord avec la méthode. Mais la méthode, elle est comme à chaque fois, pourquoi on reprend l'âge de départ en disant faut le reculer et que ça en devient un enjeu politique. Sur le fond, la proposition actuelle de l'exécutif de dire reprenez la gouvernance de notre système de retraite par répartition, c'est la bonne solution. Et nous sommes tous d'accord pour dire discutons, mais ne nous dites pas bon, vous ne l'avez plus depuis 1995, mettez-vous autour de la table et dans 3 mois, c'est vous qui reprenez. Non, il va nous falloir un petit peu de temps aux uns et aux autres, organisation syndicale d'employeurs, organisation syndicale de salariés, mais on arrivera à trouver des solutions et l'âge de départ à la retraite ne sera plus un sujet politique, mais un sujet paritaire. Et le paritarisme, ça contribue à la cohésion sociale de la République. FO reste la 3e organisation syndicale en France avec près de 15% de représentativité. Comment analysez-vous ce résultat à la lumière du contexte social actuel ? Alors on est 3e dans le privé. Pour la première fois, nous sommes 2e sur les 3 versants de la fonction publique. 1er dans la fonction publique d'État, 2e dans la fonction publique hospitalière et 3e dans la territoriale. Et dans le privé, dans le contexte actuel, je ne dirais pas que j'ai fanfaronné au moment où on a eu les résultats de notre représentativité. Je me suis dit que la démarche de développement que nous avons ancrée il y a un petit peu plus d'1 an, elle va payer parce qu'on est sur le temps long. Et sur la démarche de formation de nos représentants du personnel, c'est aussi du temps plus long. Maintenant, on doit s'implanter. Si je prends la représentativité de Force ouvrière que là où nous sommes, avec les bonnes et mauvaises fortunes, on a tout un tas de bastions dans le commerce et la grande distribution. Je vais prendre Carrefour, on avait Casino, où là c'est un véritable drame avec la fermeture de Casino, dans l'aéronautique, chez Airbus, dans le groupe Tokem d'où je viens, où là en termes de représentativité on fait plus de 70%. Si on prend la représentativité que là où nous sommes, on fait 30,5%. Si on la ramène sur la totalité du périmètre des élections professionnelles, on descend à 15%. Donc notre première nécessité, c'est implantons-nous, engageons-nous, faisons plus d'implantation et plus de représentativité pour Force ouvrière. Quels sont les principaux freins à l'engagement syndical aujourd'hui ? C'est le blocage de l'évolution professionnelle.
dans l'entreprise où on se trouve. Même dans la fonction publique hospitalière, on voit tout un tas de jeunes sortir des écoles et tout cela et nous dire oui, on va y venir, mais je veux d'abord prendre mes qualifications parce que si je vais faire représentant du personnel, ça va me bloquer dans mon évolution professionnelle. Tout le monde se targue de dialogue social, d'un côté comme de l'autre, mais dans les faits. Quand on arrive, qu'on implante une nouvelle organisation syndicale dans une entreprise où il n'y en a pas, le premier endroit où on retrouve l'employeur ou les ressources humaines, c'est devant le tribunal, parce qu'ils contestent notre désignation en disant « Mais pourquoi ils viennent s'implanter chez nous? On n'a pas besoin d'organisation syndicale. » Non, on n'en a pas besoin. Ça, c'est ce que disent une partie des gens mal formatés. Par contre, tous les jours, quand l'entreprise a besoin de loger ses salariés et tout cela, elle vient vers Action Logement. Eh bien, Action Logement, c'est géré paritairement. Quand il y a de la retraite complémentaire, quand il y a une pandémie et qu'on parle d'APLD, le chômage partiel, et aujourd'hui on vit de l'APLD rebond, notamment dans l'industrie de l'armement, eh bien, s'il n'y a pas d'organisation syndicale, tout ça, ça n'existe pas. Le combat contre la réforme des retraites a-t-il redonné un élan militant dans certains secteurs ou au contraire une résignation? Surtout pas de résignation. Dans le privé, la bagarre sur la réforme des retraites, elle a eu lieu et ça n'a pas été de la mobilisation par procuration. Ce qu'on avait vécu les années précédentes, on s'appuyait sur les fédérations des transports collectifs, RATP, SNCF et d'autres qui faisaient grève pour tout le monde. Et on a réussi ce qui n'avait jamais été le cas avant, mettre d'accord toutes les organisations syndicales de salariés, et il n'en manquait aucune, faire un communiqué commun avec la signature et les logos de tous. Ça s'est passé à Force Ouvrière. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait que nous, mais l'idée elle a été celle-là. C'était un mandat qu'on m'avait donné lorsque j'ai été élu secrétaire général, l'unité la plus large possible. On ne pouvait pas faire plus large, ou alors il aurait fallu qu'on ait les organisations patronales avec nous, mais j'avais cru comprendre que pour eux, la réforme sur les retraites leur convenait plutôt. Donc c'était pour la plaisanterie. Et la première fois qu'on a fait un communiqué commun, il y avait, je crois, 78 amendements pour un communiqué d'une page complète, c'est-à-dire un truc qui aurait été illisible et incompréhensible. Et à la fin, nos Sherpas communs des uns ou des autres écrivaient un communiqué intersyndical commun en à peine 60 minutes. Ça, malheureusement, il a fallu cette réforme qui est toujours injuste, injustifiable, brutale et injustifiée pour nous, pour remettre sur le devant de la scène les interlocuteurs sociaux. J'aurais préféré qu'on le fasse sur des accords nationaux, interprofessionnels, notamment celui sur AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Comment on met en place un fonds de prévention qu'on n'utilise pas ni les uns ni les autres, ni entreprises, ni salariés. Et ce fonds est excédentaire avec nos cotisations. Et à la sécurité sociale, il ne peut pas y avoir d'excédent. Donc on nappe les choses et on les ramène pour boucher le trou de la Sécu, enfin un trou de la Sécu qui existe que dans les rêves. Quand je reçois mes dirigeants, quand je les interviewe ou quand ils viennent en entretien, je fais toujours un petit mot particulier sur la prévention santé. Comment faites-vous pour vous ressourcer, vous, hyperactif que vous êtes? Je marche beaucoup et je rentre chez moi au centre de la Terre et de l'univers, c'est-à-dire la Côte d'Or, parce que j'ai des racines qui me tiennent très très bien aux pieds. Elles ne me gênent pas pour marcher. Voilà comment je me ressource. Enfin, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui hésitent à s'engager syndicalement? Osez. Les choses ne changent que de l'intérieur. Osez entrer dans les organisations syndicales. Présentez-vous comme représentant du personnel. Osez montrer qui vous êtes. Il n'y a pas de syndrome d'imposture. Vous êtes candidat à votre propre succession en 2026. Que souhaitez-vous encore porter à la tête de Force Ouvrière pour les prochaines années? Plus de progrès social. La première priorité, c'est se développer. La deuxième priorité, c'est se développer. Et la troisième priorité, c'est se développer. Se développer, pas pour être plus beau, mais pour peser plus. Pour peser plus, pour la pratique contractuelle et conventionnelle qu'on redonne aux liens sociaux, c'est l'article 1 du Code du travail, la négociation collective. Enfin, Frédéric, quelle est votre devise? L'engagement, la fiabilité et la loyauté. Et c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race,
l'humanité. Merci Frédéric pour cet échange sans détour, direct, engagé et très humain. Vous nous rappelez que derrière chaque revendication, chaque lutte, chaque négociation, il y a une exigence simple, le respect du travail et de celles et ceux qui le portent. Merci aussi à votre fine équipe présente lors de cet enregistrement. Elle reflète ce que vous incarnez, un collectif solide, engagé, fidèle aux valeurs que vous défendez. Chers auditeurs, j'espère que vous aurez passé un agréable moment et surtout que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à partager cet épisode et je vous retrouve très prochainement pour d'autres voix, d'autres convictions, d'autres chemins exigeants et résolument humains. À très bientôt.